Hey, salut les gens, c'est Oka. Aujourd'hui, petite vidéo de type collaboratif sur la chaîne directement de Siegfried. Aujourd'hui, on va parler de la création des univers. Alors Siegfried, en fait, nous a proposé du coup à nous les joueurs de nous impliquer, pourquoi pas de créer du contenu directement pour alimenter un peu la chaîne. Et je lui ai dit, vas-y, go for it. On fait un truc. Je suis venu m'impliquer pour faire cette vidéo et on va la faire ensemble. Donc il y aura sa partie à lui, ma partie à moi. Et on va tous les deux parler d'un sujet, comment créer un univers de JDR. Là, on va, moi ainsi qu'Alexandre, exposer des méthodes que chacun on utilise pour créer nos univers, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a ce processus créatif. Le but n'est pas de dire il y a une méthode qui est bien. Le but est vraiment d'exposer les manières dont on fait, peut-être que ça vous donnera des idées, et c'est toujours intéressant d'avoir les envers de la scène de quelque chose. Dans un premier temps, j'ai été assez désordonné dans ma création d'Andaria, c'est-à-dire que je créais des choses qui me plaisaient, sans des fois faire les liens entre, et rétrospectivement, je me dis que c'est un peu une erreur, et pas tant que ça. Ce que ça m'a permis de faire, c'est d'intégrer des choses qui me plaisaient vraiment à mon univers. Après, d'un autre côté, il a fallu que je relie les différentes choses à la trame que j'étais en train d'écrire par ailleurs, la trame globale. Pas que en termes de chronologie, mais également en termes de logique. Parce que un des gros points qu'il y a dans Daria, c'est que derrière il y a une logique, que tout peut être expliqué. Il n'y a pas de ta gueule, c'est magique. Même la magie a une explication en soi en tant que telle. Et à mon sens, justement, c'est par là qu'il faut commencer. Non pas commencer dans le sens les premiers instants de la création, mais à partir du moment où on veut vraiment faire quelque chose de son univers. Se poser les questions, qu'est-ce que je dois faire de mes différentes grandes forces, grandes puissances? Comment est-ce que, tout simplement, elles sont apparues? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont encore là? Ainsi, par exemple, moi, je me suis posé la question de la magie, que j'appelle énergie. Qu'est-ce que c'est concrètement? Au final, c'est un continuum, je l'ai déterminé comme ça, qui emplit tout. Et s'il est très concentré en un endroit, ça forme de la matière. S'il est très peu condensé à un endroit, ça n'en forme pas, c'est juste de l'énergie, donc typiquement de la magie, et s'il n'y en a pas du tout, eh bien c'est du vide. Voilà. Sachant que dans mon état initial, il n'y a pas de vide. Le vide va apparaître ensuite avec des retraits d'énergie d'endroits où il y en avait peu. Ouais, mais ça, au final, c'est valable que pour les grandes choses du monde. Au final, oui et non. La plupart des éléments que j'ai fixés dans Daria se sont intégrés comme ça. Au début, j'ai créé des choses qui me plaisaient. J'ai fait une liste ensuite de ces choses. J'ai une immense liste qui liste toutes les choses que j'ai créées à cette époque-là. Donc ça, c'était environ pendant la première année de création. Ensuite, j'ai commencé à fixer des règles précises. Et 3 ans après le début de la création, j'étais avec des règles moyennement solides. J'ai donc passé une année supplémentaire à peaufiner l'intégralité des règles du monde, que ça aille de l'énergie à la timeline, en passant également par tout ce qui est gestion des plantes, gestion des peuples, euh, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait de la vie. Et enfin, maintenant, je me permets d'étoffer mon bestiaire, d'étoffer ma flore, afin de rajouter des choses qui me plaisent à l'intérieur. Mais pour moi, la phase de tâtonnement et la phase de je ne sais pas vers où je vais, mais je mets des choses qui me plaisent, est importante. Parce que c'est même si vous êtes pour le moment désordonné, ça va tout de même vous amener vers un stade où vous allez être obligé du coup de mettre des choses qui vous plaisent. Et pas simplement j'écris les règles de mon univers et ensuite je fais rentrer des trucs dedans. Non, vous avez déjà mis des trucs qui vous plaisent dedans, vous avez vraiment envie de les mettre, et ensuite seulement vous en venez aux règles. Un gros conseil que je peux vous donner, c'est de tout centraliser dans un même endroit et surtout tout mettre dans un même format. Si vous commencez papier, continuez papier. Si vous commencez numérique, continuez numérique. Et n'en démordez pas. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec une pluralité de sources, comme pour moi c'est le cas, et ensuite savoir où une chose est complexe. Surtout si vous utilisez plusieurs appareils, mettons, si jamais vous utilisez une tablette plus un ordinateur, que vous avez des fichiers sur les deux, vous allez totalement vous perdre. Et autant on pourrait se dire ça ne fait pas partie de la création d'un univers, autant si, parce que ça fait partie des choses qui vont vous perturber, qui vont vous déranger et qui vont diminuer votre productivité, et donc du coup
indirectement impliquer la qualité de votre travail. À ce sujet justement, la phrase « ne partez jamais sans votre crayon et votre cahier » que j'avais vue une fois et que je me disais il faut vraiment être un auteur renommé pour le faire, bah au final non en fait, très rapidement vous avez envie d'avoir un petit quelque chose sur vous en permanence parce que si jamais vous avez une idée, vous n'avez pas forcément de quoi la noter sous la main, tandis que si vous commencez à vous habituer à avoir un carnet sur vous, eh bien vous l'aurez toujours et du coup dans ce carnet vous pourrez noter la moindre idée qui vous passera par l'esprit. Et pourquoi est-ce que c'est si important de noter toutes ces idées qui vous passent à travers l'esprit? Parce que tout simplement, d'une, plus vous pensez à la chose, plus vous allez créer au niveau de la chose. Et de deux, si ça occupe toujours en permanence une petite part de votre esprit, même minime, ça ne doit pas vous empêcher de travailler, mais vous pouvez toujours avoir en arrière-plan ça. Ça va vous permettre de vous projeter dans la chose, et si jamais vous avez des choses à faire comme des JDR, comme moi c'est le cas, eh bien vous serez toujours globalement dans le bain de la chose, et vous n'aurez pas à vous replonger dans les livres de lore que vous aurez écrits précédemment, vous serez instantanément dedans. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de le faire par petites étapes, tout le temps, régulièrement, et si jamais vous avez plein de temps à un moment, bah vous vous y consacrez à fond, parce que pourquoi pas, mais vous y allez par étapes tout le temps, et tous les jours, non, ne vous forcez pas tous les jours à écrire quelque chose, parce que sinon il y aura des choses qui ne vous plairont pas, c'est normal, mais par contre, forcez-vous que dès que vous avez une idée, vous trouvez 5 minutes de creux et vous la notez. Voilà, vous la retenez, vous vous forcez à la retenir jusqu'au moment où vous allez pouvoir écrire, et une fois que vous pouvez l'écrire, vous l'écrivez instantanément dans votre carnet. Et ensuite vous la retrouvez, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la laisser dans le carnet, vous pouvez la reprendre au propre, peu importe. Faites suivant les moyens, faites comme bon vous semble, mais notez au moins votre idée pour, comme ça, rester tout le temps dans le bain d'un côté et enrichir avec les choses qui vous plaisent le plus. Parce que si jamais vous vous plongez devant une feuille et vous vous dites « Ok, qu'est-ce que je vais créer maintenant ?» À moins de certaines journées très productives, vous pouvez être sûr que la moitié de ce que vous allez produire ne va pas spécialement vous plaire autant que des idées spontanées que vous avez en voyant des objets de votre quotidien. À un moment, par exemple, aujourd'hui, j'étais en cours, j'ai vu quelque chose qui m'a énormément plu, une petite plante qui avait une disposition des feuilles que je trouvais fort sympathique. À base de ça, j'ai adapté une plante, et cette plante-là, désormais, fait partie de l'univers. Et ensuite, j'ai créé tout ce qu'il y avait autour de la plante. Ça peut être aussi une méthodologie, désolé, je suis très bordélique, et ça se voit à mon travail aussi. Une méthodologie que je vous conseille, c'est partir d'une chose qui vous plaît et ensuite vous développer autour. Et en développant autour, vous le raccrochez à votre noyau. Si on devait schématiser, ici vous auriez votre trame, ici votre idée du jour. Et en fait, ensuite, une fois que vous avez eu votre idée et que vous avez votre trame, de toute façon qui elle ne change pas, vous mettez ici des éléments intermédiaires qui vous permettent de faire le lien entre votre idée du jour et votre trame. Je retrouve une plante qui me plaît bien, et je me dis, j'aimerais bien faire une plante qui ait globalement cet aspect-là, en modifiant ça, ça et ça, et en lui donnant cette particularité-là. Vous créez votre petite plante, et vous vous dites, ok, elle est bien, là je l'aime beaucoup. Je pourrais faire quelques retouches mineures, mais dans l'ensemble, j'aimerais avoir ça. Et vous regardez votre trame, et vous vous dites, ouais, c'est en accord avec ça, mais c'est pas en accord avec ça. Et donc du coup, vous faites quelques petites modifications, quelques ajustements, au fur et à mesure, qui vous amènent de votre idée initiale jusqu'à votre trame en tant que telle. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est très rapidement, même plus rapidement que fixer la plupart des choses, c'est de fixer votre timeline. Parce qu'en fonction de votre timeline, vous allez pouvoir placer les différentes choses qui se sont produites. Et de ça va découler tout un pan de votre univers en tant que tel. Par exemple, si vous avez une guerre et que vous avez un peuple qui se trouve supprimé, l'influence de ce peuple va diminuer, donc sa culture, sa part de culture dans une zone va diminuer en conséquence. On retrouvera donc moins de traces de leur architecture, de leurs croyances, de leurs éventuelles implications économiques. Et donc du coup, ça va changer totalement des trajectoires ça va complètement changer des trajectoires au niveau global, au final. Parce qu'imaginez une civilisation qui arrive à un certain niveau de technologie, qui arrive à construire des bases sur d'autres planètes, imaginons, et que en fait, à un moment dans votre histoire, vous avez décidé de supprimer cette race-là via une guerre, eh bien il n'y aura pas ce développement-là, et donc du coup la planète en tant que telle restera possiblement surpeuplée, étant donné qu'il n'y aura pas ces vaisseaux spatiaux pour envoyer d'une planète à une autre l'excédent de la population. Aussi,
les deux choses que je vous conseillerais de faire rapidement, c'est tout d'abord une carte du monde tel qu'il est à l'époque que vous allez développer majoritairement dans un premier temps. Ensuite, faire une timeline globale qui explique pourquoi est-ce qu'on en est à cet état actuel. Et ensuite, vous pouvez travailler sur ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, et tous les états globalement de la création de votre univers en tant que tel. Justement, parce que la création d'un univers, c'est pas création en un temps figé, et c'est en plein de temps différents, et c'est là toute la complexité de la chose. Vous retrouver dans les événements peut être un petit peu ardu. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne pour absolument toutes les choses que je crée, depuis que j'ai mis en place justement cette trame. Ainsi, la plupart des races que j'ai créées se sont faites dans cette esthétique. Mis à part les races de base qu'il y avait, les Aiwi, les Eadin, les Exodar, que j'avais créées au début, toutes les autres races se sont inscrites dans cette même logique. J'ai créé la race telle qu'elle me plaisait, que ce soit au niveau des rites, que ce soit au niveau des coutumes, que ce soit au niveau de l'apparence, comme ça me plaisait globalement, et ensuite, j'ai fait des ajustements pour qu'il y ait un lien avec les autres races en place, leur ascendance, la logique, et c'est ainsi que je me retrouve avec, par exemple, ces fameux arbres des peuples. Ce tableau des Éthériens a été fait selon une logique de création que je vais vous détailler, comme ça vous allez comprendre un peu plus ce qui se trame derrière. Au centre, comme vous vous souvenez, il y a Obitera, Zelatolé, Nakronoros, les trois créatures de l'éther. Celles-là, je les ai définies assez tôt dans mon histoire. Et je me suis dit, au moment où je les ai créées, il me faut quelque chose qui définisse en gros, une fois que j'avais défini la structure de l'énergie comme étant si elle est condensée, elle forme de la matière, je me suis dit qu'est-ce qui régit le fait qu'on ait de l'eau, de la terre et de l'air à partir d'un flux énergétique. Et je me suis dit, quoi de mieux que de mettre des créatures potentiellement gigantesques qui organisent l'énergie en train de se cristalliser vers un pôle en quelque sorte, vers elle. Et autrement dit, j'ai créé Nakronoros pour l'eau, Zelatolé pour l'air, Oblitera pour la terre. Et ainsi, j'avais mes trois axes d'organisation de la matière à base de l'énergie qui se cristallisait. Ensuite, je me suis dit, j'ai fixé les peuples, ils étaient déjà fixés pour la plupart à ce moment-là, j'avais fixé ce qu'il y avait juste au-dessus, les esprits et les essences, qui sont à l'origine des peuples. Encore au-dessus, à l'origine des essences, j'avais mis les phénix, et je m'étais dit, il manque quelque chose, concrètement, entre les phénix et les créatures de l'éther, parce que j'avais envie que les créatures de l'éther soient à l'origine des peuples et également des animaux et des plantes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'entre les deux, j'ai rajouté les éthériens. Ensuite, bien évidemment, je me suis amusé à en mettre autant que je voulais, et pour autant de choses que je souhaitais. J'étais libre dans ce sens-là, mais je m'étais dit qu'il fallait quelque chose qui soit intermédiaire entre les créatures de l'éther et les phénix. Sinon, il n'y avait pas vraiment de sens à faire descendre des phénix, ou du moins au niveau de la trame, il n'y avait pas vraiment de sens à faire descendre des phénix directement les trois créatures de l'éther. Donc, du coup, les éthériens ont été créés de cette manière-là. Ensuite, bien évidemment, tous les éthériens pour le moment ne sont pas créés. J'ai fixé leur nombre, j'ai fixé les caractéristiques globales des grands groupes d'éthériens, mais il y a des éthériens qui n'ont toujours pas de fonction au-delà d'un nom et une vague description physique et également de domaines d'action sur lesquels ils peuvent agir, s'ils sont éveillés ou non, pour savoir si nos joueurs vont les rencontrer un jour ou non. Je parle de joueurs, et là ça va être encore une fois très décousu, désolé, voilà, ça arrive. Mais, justement, un énorme point dans la création de cet univers d'Andaria, qui n'aurait pas du tout suivi la même trajectoire si jamais c'était resté uniquement un livre, c'est que j'ai affaire à un jeu de rôle. Et comme je travaille au niveau d'un jeu de rôle, je dois justifier énormément plus de choses qu'un livre. Pourquoi cela ? Parce que, quand vous faites un livre, vous êtes limité aux choses que vous voulez laisser paraître. Vous n'aurez pas de questions supplémentaires. Donc, si jamais vous voulez vous éluder une partie du travail, vous pouvez. Vous pouvez vous dire, ok, je fixe 40 éthériens, il n'y en aura que 5 de développés dans mon livre, on sait qu'il y en a d'autres. Voilà. Mais ils ne sont pas développés. Et personne ira demander, mais au fait, les éthériens, machin, voilà.
vous n'avez pas d'interaction directe. Lorsque le lecteur vous lit, il lit la chose en tant que telle. Et donc du coup, dans mon processus de création, ça m'a aiguillé certes à une certaine augmentation de la nombre de choses que j'ai produites, mais également ça a eu certains travers, notamment le fait qu'il y ait des pans entiers que j'aurais dû développer si jamais c'était un livre, que je n'ai pas développé du tout en termes de JDR pur pour pouvoir assurer le JDR, car en ce moment c'est ce que j'ai majoritairement le temps d'assurer. Pour moi, les deux sont complémentaires. Il faut, à mon sens, que vous pensiez votre monde à la fois comme un jeu de rôle et à la fois comme un roman. Que votre but soit d'écrire un roman, soit d'écrire un JDR, ou les deux. Mais il faut que vous pensiez les deux pour moi. Parce que ce sont deux approches qui sont assez différentes au niveau de l'esprit, et du coup sont complémentaires. Une chose que je ne saurais que trop vous conseiller, c'est d'avoir un temps avant de le disposer à un public éventuel. Comme ça va vous permettre de passer toute la première phase de création qui va être un petit peu désordonnée, si vous suivez un petit peu le même cheminement que moi, et ainsi arriver au moment où vous avez les règles qui sont établies avec votre univers que vous allez pouvoir proposer soit à des lecteurs, soit à des joueurs, tout simplement. Et ainsi, vous n'aurez pas cette période de flottement où il y aura des choses qui ne seront pas fixées et que vous aurez à contredire ensuite. Parce que là, ça va vous poser problème tant à vous, parce que certains automatismes vont se créer que vous allez devoir corriger ensuite, et également au niveau de vos joueurs ou de vos lecteurs qui vont avoir des difficultés de compréhension de votre monde si vous changez des pans entiers. C'est un problème que j'ai pas mal rencontré avec Andaria et que maintenant j'essaie de au maximum éviter pour tout simplement des raisons autant à mon niveau de compréhension que pour les joueurs en tant que tels, pour qu'ils puissent avoir un univers cohérent et qu'il n'ait pas à réapprendre tout de séance en séance. Ne vous découragez pas, attaquez-y vous par morceaux et également autorisez-vous des pauses. Vous ne pouvez pas être productif à 100% du temps au maximum de votre efficacité. C'est normal d'avoir des phases où on a moins de créativité et moins d'envie de s'y mettre, étant donné que dans la vie on passe par d'autres phases. Et justement, il faut savoir profiter de ces phases pour se ressourcer, faire une cassure avec ça, et ensuite vous reviendrez avec autant plus d'ardeur et autant plus d'énergie et d'envie de vous consacrer à votre projet, bien plus encore que que l'énergie dans laquelle vous avez laissé tout en plan. Le but étant tout de même d'avoir quelque chose de relativement organisé, encore une fois, pour que les temps de se remettre dedans soient au minimum et que et que les problèmes de mémoire et de compréhension soient réactivés instantanément, plutôt que d'avoir une grande phase où vous relisez vos notes en étant totalement perdu. Organisation, rigueur, on essaie de le faire au maximum. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, il ne faut pas s'en faire non plus, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas se donner des quotas, ça doit rester un loisir et une passion, sinon autrement vous n'aurez pas d'envie à créer votre univers et votre public n'y trouvera pas spécialement d'intérêt non plus. Et laissez du temps à vos idées pour mûrir, mais également n'hésitez pas à noter l'intégralité de vos idées. Que ce soit entre moi et Yoka, nos conseils sont tous les deux valables, tout comme ils sont à prendre avec des pincettes, donc faites de cela ce que vous voulez globalement. L'idée étant que vous retiriez le maximum d'éléments, mais la meilleure méthode vient obligatoirement de vous. C'est votre méthode qui reste la meilleure pour vous, et le but étant de cette discussion que vous retiriez seulement certains éléments. Si vous n'en retirez pas beaucoup, ce n'est pas grave. Le but étant qu'au minimum vous ayez quelques pistes pour améliorer votre productivité ou votre manière en tant que telle de créer votre univers, que sait-on jamais vous soyez moins désordonné que moi, mais quoi qu'il en soit, que vous vous fassiez plaisir en créant votre univers. Alors pour ma part, créer un univers. Alors créer un univers, c'est vaste comme terme. Créer un univers, c'est un peu le truc méga fat. Hein. Vous imaginez le délire, c'est genre créer un univers, ça peut être créer un monde entier, type
planète, enfin quand je dis univers, sur planète, système solaire, ce que vous voulez, 28 planètes avec tout habité, avec des continents de partout et tout truc de fou, ou ça peut juste être créer une ville en fait. Créer un univers, créer un cadre, créer un endroit, c'est quelque chose qui est assez sujet à interprétation en fait. Pour moi, et dans le cadre où j'ai pu créer des univers, j'ai deux expériences là-dedans. La première, je vais passer rapidement dessus, c'est quand j'ai commencé à faire du JDR, j'ai été MJ directement, et ça a été d'abord prendre un bout de papier, dessiner des cartes et tout avec mes demi-frères, et jouer au MJ pendant quelques minutes, pendant quelques heures à la limite, de temps en temps le soir. Bon, c'était mignon. J'ai pas spécialement créé l'univers, je suis parti sur un univers Heroic Fantasy de base, j'ai pas créé de limite et tout, et j'inventais les maps au fur et à mesure qu'on venait, et j'inventais des quêtes également, bref, c'était tout désorganisé. Donc, il y a un côté très feeling un peu dans l'idée de créer un univers. Pour ceux qui veulent pas s'en mêler, créer un univers, c'est un truc qui peut se faire en quelques secondes. Maintenant, si vous avez envie de vous embêter un peu et de faire un univers cohérent, eh ben il y a quand même pas mal de choses à respecter plus ou moins et à mettre en place. Tout d'abord, je dois dire qu'en fait, là, je crée actuellement un univers, en fait, on verra bien pourquoi et on vous dira, mais pour le compte de Siegfried, en fait, qui est du JDR d'Andaria, une partie du monde d'Andaria, sur laquelle, en fait, c'est moi qui ai les clés en main, c'est moi qui ai les outils, c'est moi qui invente, qui taffe, qui fait le machin. Donc, du coup, j'ai un peu un méga champ libre, en fait. Siegfried m'a dit, grosso merdo, bro, fais ce que tu veux. Donc du coup, moi je suis parti en mode, très bien. Il m'a filé un cadre, il m'a dit, voilà, t'as ça pour faire ton truc, fais ce que tu veux là-dedans. Go for it, go for it. Moi c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Donc je suis parti dans cette aventure en fait. Au début avec l'idée de me dire, vas-y, je vais faire un peu ce que je veux, je vais bien, voilà. Et puis, comparé à ce qu'en fait ce qui a déjà été créé dans le monde d'Andaria, je me suis dit, mais attends, il faut pas que tu fasses non plus trop n'importe quoi. C'est pour ça que je suis parti sur trois règles, en fait. Trois règles un peu importantes et un ordre de réflexion qui m'est apparu un peu comme ça, dans le sens comment j'allais penser cet endroit. Je devais créer une île et je l'ai pensé ainsi. Tout d'abord, il me fallait un cadre. Un cadre, c'est une raison. Pourquoi il y a cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Genre, quelle taille il fait? Il y a quoi dessus? Quelle hauteur, quel machin, son histoire, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi il est là? Ça, une bonne partie, c'est Siegfried qui me l'a donné, parce que, en effet, je n'allais pas non plus créer une partie du monde en mode, ah, au fait, il y a une île là. Ouais, non, mais tu le savais pas, mais il y a une île là. Donc, il aura un peu mal pris. Là-dedans, j'ai dû, du coup, faire avec un cadre qui m'a donné. Mais derrière, j'étais assez libre, en fait, et j'ai pu m'établir un cadre. Un cadre de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dedans. Dites-vous que quand vous allez créer un univers, vous allez d'abord vous imaginez des trucs, vous allez vous dire ah ouais je vais mettre ça, il va y avoir des dragons, il va y avoir des trucs et tout, ça va être incroyable machin. Sauf que il faut que ça ait une cohérence tout ça. Il faut qu'il y ait en fait quelque chose qui va vous empêcher de déborder de partout dans les trucs incontrôlables. Et ce fameux petit cadre en fait c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Moi ce cadre c'était une île qui fait tant de taille. Ah d'accord, ok, donc elle fait une taille déjà, elle est maintenue dans machin, il y a ça autour qui fait que. Enfin voilà. Tout un cadre, tout un truc qui me disait je peux pas dépasser ces limites-là. L'île est dans un océan, elle est éloignée de tout, ok, il y a ça. Il y a énormément d'énergie, ah d'accord, ok. Il n'y a pas possibilité de faire flotter des bateaux parce que quand vous verrez ce que c'est, vous verrez que c'est inaccessible. Donc très bien, chiant, donc pas de bateau, pas de machin. Bref, il y a plein de petites règles qui font que tout ce que je vais imaginer derrière et tout ce qu'on va faire pour remplir cet univers, ça sera cohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison numéro un. Exemple, vous créez un continent sur lequel il n'y a pas de soleil. Le soleil ne passe pas, c'est un continent qui est toujours sur la face cachée de la Lune, mettons, voilà. Vous vous dites, je vais créer une zone qui est sur la face cachée d'une planète où il n'y a jamais de soleil. Eh bien, si déjà vous délimitez pas un cadre en vous disant, il n'y a pas de soleil, ça veut dire qu'il fait moins 50, du coup, par exemple, mettons qu'il fasse moins 50. S'il n'y a pas de soleil, ça veut dire du coup, comme il fait moins 50, tout gèle, mais il y a de la vie quand même. Et en plus de ça, il n'y a pas de soleil, pourquoi? Parce que c'est une planète qui bouge pas, donc ça veut dire que ça n'a jamais vu le soleil. Ah, donc ok, il y a ça. Il y a beaucoup, c'est un endroit où il y a beaucoup de mer, tout ça, et le fait qu'il n'y ait pas de soleil et que la rotation de la planète soit un peu différente, il y a des grandes marées, etc. Bref, vous vous dites, donnez un cadre. Là-dedans, vous vous dites, je dois donc créer un univers qui soit cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas de soleil, moins 50, des grandes marées. Et là, vous faites ce que vous voulez.
en vous disant que de toute façon, ce que vous construirez, ce sera forcément cohérent. Vous avez déjà délimité vos limites. Vous n'allez pas vous dire, bah du coup, je vais faire des plantes qui marchent par photosynthèse dans un endroit où il n'y a pas de soleil. Bon courage, pépère. Vous voyez, alors il y a soit l'explication du c'est magique, soit l'explication du vous avez trouvé un système pour que vos plantes poussent quand même, quoi. Elles se nourrissent que des nutriments du sol, elles sont toutes carnivores pour prendre les nutriments qu'elles peuvent pas avoir par photosynthèse. Bref, plein de petits détails, mais vous voyez, toujours trouver quelque chose. Mais ce sera justifié. Si vous créez quelque chose, ce sera justifié parce que vous avez déjà en première étape posé votre cadre. Ensuite, là où c'est important du coup de poser son cadre, il faut aussi ensuite, si vous voulez rendre cet endroit jouable, poser un environnement. Et ça, deuxième point extrêmement important pour moi, poser des vraies bases d'environnement. Un environnement, c'est quoi? Un cycle. Jour, nuit, etc. Bref, un cycle d'heures, de machin, de... Ah bah, il y a 8 heures de jour, 10 heures de nuit. Ok. Un relief. Un sol, une terre. Est-ce que c'est très accidenté? Est-ce que c'est volcanique? Est-ce que c'est tout à fait plat et désertique? Est-ce que c'est un endroit fait de plein de petites îles? Est-ce que c'est... Voilà. Déterminez ça. Ensuite, de la végétation. Abondante, pas abondante, jungle, forêt du nord, sapin, palmier, pareil. Un climat. Grande variation de température, très faible variation, température toujours gelée, température toujours très chaude. Voilà, là encore. Toujours en restant cohérent. Vous n'allez pas vous dire, alors c'est une zone désertique. Du coup, il y a plein d'arbres et c'est extrêmement humide. Non! Tout simplement que non, ça ne marche pas. En fait, ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire une zone désertique qui soit extrêmement humide. Ça va tout à fait à l'inverse. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est soit dire, c'est une zone désertique, mais la température est constante. Il fait toujours entre 30 et 20 degrés. Ça varie très peu. Ah, c'est intéressant. Ou alors, un truc un poil plus raccroché à des déserts qu'on peut avoir sur Terre, c'est une zone désertique. Il y a des variations de bâtards. Ça peut aller à 45 degrés de jour et à moins 10 la nuit. Eh ben oui. Et les deux sont probables. Il y a des zones désertiques où les températures ne bougent quasiment pas, et il y a des zones désertiques où les températures bougent à mort. Et les deux sont visibles, les deux sont normaux. Et c'est cadré. Vous pouvez même mettre une zone désertique à moins 200 degrés fixe. Ça existe. Il y a des planètes complètement mortes qui sont extrêmement désertiques où il fait des froids de canard. Vous voyez? Et ça, c'est un truc pareil. L'environnement, le fait d'avoir un cadre, ça va vous aider à le poser. Donc tout ce que vous allez inventer derrière en termes d'environnement sera en rapport avec ce cadre. Je reprends donc sur la création d'environnement. J'avais parlé de végétation, de climat, etc. Mais un autre truc qui est tout con et qui sera certainement là avant vos joueurs, parce que si vous comptez faire jouer des joueurs dans un environnement de JDR, il faut vous dire que ces joueurs atterrissent dans un endroit qui est déjà là en fait. La vie n'apparaît pas avec ces joueurs. Le monde spawn pas, c'est pas Minecraft. Vous avez forcément une histoire dans ce monde. Qui dit environnement, dit histoire, culture, passé. Tout un truc, tout un système qui fait que l'endroit dans lequel vos joueurs vont évoluer, il a existé avant ces joueurs. Et il existera peut-être encore après. À part s'ils le détruisent. Ça, on ne sait pas. Mais cet endroit, il doit avoir quelque chose avant. Une véritable histoire. Et en plus d'une histoire, il doit avoir des éléments. Des éléments tangibles, des éléments vivants. Exemple, des espèces naturelles. Des animaux. Un truc tout con. Vous pouvez faire un putain de monde futuriste si vous voulez, hein, sans animaux, à la limite. Parce qu'il y aura un passé culturel d'extinction de masse et que du coup, il n'y a pas eu d'animaux du tout. Ou faire une jungle qui soit ultra hostile et donc qui ait très peu d'animaux parce que la vie, canard quoi. Ou alors, un truc à moins 200 degrés, du coup pas de vie. Par exemple, il y a plein de justifications. Mais quand vous créez un endroit, dites-vous qu'il faut que cet endroit soit proportionnellement peuplé, proportionnellement vivant, il y a des choses qui soient déjà là, avant vos joueurs. Et ça, du coup, ça constitue votre environnement. Un exemple que j'ai fait, c'est que moi, sur la fameuse donc, île que j'ai conçue, je suis parti, en fait, quand j'ai conçu mon truc, je vais vous expliquer le machin, c'est très simple. Je suis en cours, je suis en train de griffonner mon cours, et en même temps, je me dis, tiens, je pense à ça. Je pourrais peut-être mettre ça, et je griffonne mon machin. Et en fait, je prends tout le temps des notes, je prends tout le temps des notes sur tout ce que je pense par rapport à ça, et je remplis. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre, qu'est-ce qui rentre dans l'environnement, et qu'est-ce qui rentre dans la dernière partie, je voulais dire, civilisation. Du coup, par exemple, j'en suis venu à inventer des espèces d'animaux. À me dire, bah tiens, on va faire un ours, mais un ours au pelage qui est tellement, tellement dur qu'il peut, en se concentrant un peu, le durcir et devenir un peu comme un porc-épic. Pourquoi pas? C'est justifié, il y a une explication biologique à ça, etc. Et du coup, ça colle dans un environnement. Vous voyez? Ça, c'est de l'environnement qui colle dans le cadre que j'ai.
il y a une forêt qui ressemble à une forêt assez, avec quelques arbres assez hauts, etc. Une forêt assez dense qui peut habiter des ours, type forêt du Canada par exemple. C'est un genre d'endroit où peuvent habiter des ours, et du coup, il peut y avoir des ours, et que machin, il y a une justification qui fait que ça peut devenir des porcs-épics, et voilà, tout simplement. Ça, le fait de penser en fait votre univers, même si vous le pensez par morceaux, un peu au pif, tout ça, le fait de toujours prendre des notes et de toujours partir de la même base, d'une base constante qui ne change pas, ça va vous aider à mort. Clairement, moi, à partir en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai pris ce que Cyprien m'a donné, je fais ok, très bien, je me fixe là-dessus. Une fois que j'ai eu délimité tout ça, et que j'étais en mode, ben, je sais ce que je vais y mettre, je touche plus rien. Je touche plus rien. Je sais que là, il va y avoir ça, je sais que ça c'est comme ça, je sais que mon île elle est un peu penchée, machin, je sais qu'il y a eu ça, 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 ça. Maintenant, je touche plus rien. J'ai délimité 3 zones sur l'île, je touche plus rien. Elles ne changeront pas. Parce que si vous faites du changement et que vous dépassez votre cadre, vous allez forcément remodifier des machins et tout, et ça va créer de l'incohérence. Et pour éviter l'incohérence, toujours garder ce bloc cadre avant. Le bloc environnement, lui, il peut bouger un peu. Vous pouvez créer une espèce, puis vous dire, tout compte fait, voilà, on peut l'enlever. Et puis, au pire, vous bougez un peu les chaînes alimentaires, etc. Si vous avez créé par exemple une espèce qui est la base de la chaîne alimentaire, vous dites, bah, est-ce que je peux pas en créer une qui soit un peu différente, mais qui serve quand même de base. Voilà, vous avez créé un ver, que vous aimez pas, bah, vous le transformez et vous faites un escargot à la place. Why not? Vous voyez, des petits trucs comme ça, mais qui ont des impacts, mais loin d'avoir des impacts forts, comme par exemple, bah en fait j'avais pensé à un désert, mais tout compte fait, ça va être une énorme forêt. Moyen moyen quoi, là clairement moyen moyen, vous allez juste vous perdre et puis ça va avoir aucun sens. Euh, Ensuite, dernier point. Dernier point sur lequel du coup, hein, c'est en cohérence avec ce que j'ai dit juste avant en fait. Si le monde a existé avant les joueurs, donc les animaux, les arbres, la nature, tout ça, l'histoire du monde, etc., tout ça a existé avant les joueurs. Bah la race des joueurs a existé aussi avant les joueurs. Donc votre univers doit comporter le troisième volet, trois, la civilisation. Votre univers a une civilisation. Cette civilisation a une histoire, une culture, un passé, un présent, un futur. Déterminez-le. Le maximum que vous pouvez en déterminer, ce sera une bonne chose. Et pourquoi je le place en troisième, on va dire c'est par là, troisième, plutôt que de le mettre en deuxième? Parce que pour moi, d'abord, il y a une île, ou un continent, un désert, une planète, ce que vous voulez. Ensuite, il y a son environnement. Et dans cet environnement se crée la civilisation. La Terre. D'abord Terre, ensuite la vie, ensuite les hommes. Il y a 5 milliards d'années, la Terre était une espèce de boue, de feu, machin, il y a eu des trucs et tout. Il y a, je sais plus combien de millions, peut-être, je crois peut-être des milliards d'années, la vie est apparue. Et il y a seulement quelques centaines, quelques milliers d'années, l'homme est apparu. La civilisation est comme elle est parce qu'elle est dans un environnement qui lui-même est influencé par son cadre. Si vous arrivez à construire ça comme ça va se découler tout seul. Mettons par exemple, vous êtes dans un endroit aux ressources limitées, où rien ne pousse, parce que c'est un désert. Les civilisations, elles vont vivre comment? Peut-être qu'elles vont être plus nomades en fait. Parce que comme les ressources sont limitées, on peut pas s'installer à un endroit. En plus, on peut rien faire pousser. Donc pas de société d'agriculteurs. Donc, on sera peut-être plus sur des chasseurs-cueilleurs nomades. Parce que il faut se déplacer, vu que les ressources sont limitées. Et bah faut chasser, parce qu'on peut pas faire l'agriculture. Vous voyez? Et là, on a un truc, une civilisation qui a un rapport avec son environnement, qui a un rapport avec le cadre de base. Tout simplement. Donc ça pour moi, voilà, c'est un peu comment créer un univers, je dirais que c'est un peu ça. On part de ces 3 événements, de ces 3 trucs, on les fait dans l'ordre. D'abord on fixe un cadre, ensuite on crée un environnement qu'on fixe plus ou moins. Il peut être un peu mobile, mais on le fixe plus ou moins. Et ensuite derrière on calque une civilisation là-dessus. Mais en gardant bien cette base. Après, comment vous le créez, la façon de le créer, dites-vous que vous pouvez créer ça partout. Moi, honnêtement, je crée ça aussi bien en cours que devant mon ordi, que en allant me coucher. Est-ce que je pourrais pas penser à ça en me disant, je pourrais peut-être mettre ça, ce serait pas mal non plus. Il y a plein de petits trucs qui peuvent apparaître et avoir des petites illuminations tout le temps. Un gros conseil, pensez à noter les choses. Ça va vous aider. Parce que si vous pensez à un truc, vous dites ça, vous vous endormez et que le lendemain vous avez... J'avais une idée d'un oiseau de proie, je crois qu'il était super grand et tout, alors qu'en fait la veille vous avez juste créé un petit épervier.
Voyez, ça peut être pratique de noter une idée une fois qu'elle est un peu fixée. Vous dites, ah, je ferais bien un animal, machin, qui fait ça, et puis qui fait ça. Vous le notez dans un coin, animal, machin, il fait ça, il est grand comme ça, taille, machin, tout, des petites descriptions ridicules comme ça. Allez, vous changerez hein, la couleur des poils, gagner de 10 ou 20 cm, voilà, c'est pas très compliqué. Mais au moins, vous fixez l'idée. Et ensuite, vous partez sur vos notes et vous les fixez vraiment dans un truc plus global. Mais quand vous créez un univers, pensez à prendre souvent des petites notes, même si c'est dans des coins de page, et puis à pas vous perdre dans vos idées, parce que ce serait con d'inventer 5 fois la même chose, par exemple. Voyez. Et ce serait con de perdre des idées qui pourraient être vraiment fabuleuses. Du coup voilà, c'était mes petits conseils par rapport à ça, la création de l'univers. Je pense que j'ai un avis très différent de ce que Siegfried a pu vous raconter en première partie de vidéo. J'espère que les deux avis vont vous plaire un peu et que ça vous donnera matière à réfléchir. Voilà, des bisous pour moi. Je laisse la main à Siegfried. Même si nos opinions ne divergeaient pas spécialement au final dans cette vidéo, je pense que ça vous a permis de voir justement qu'il n'y a pas une manière de créer un univers, justement c'est le message principal qu'il faut faire passer. Il n'y a pas une manière de créer un univers, il y a autant de manières qu'il y a de créateurs. Donc si vous n'avez pas du tout la même méthode, pas du tout la même approche, ce n'est pas qu'elle est mauvaise ou qu'elle est moins bonne que la nôtre, c'est juste qu'elle est différente. Et justement, là, le but de cette vidéo, c'était vraiment, comme je l'ai dit en introduction, de vous donner une réflexion sur possiblement d'autres moyens de faire, de penser ce processus de création, plutôt que réellement avoir une ligne directrice qui serait sortie de notre chapeau. Ce serait complètement idiot de prétendre à ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des petites pistes ou bien tout simplement qu'elle vous aura diverti. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, bref, tout ce qui fait vivre une chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, salut et à une prochaine vidéo.